Quelques minutes plus tard, Jean-Paul Benjamin s'effondre. Il a été atteint par la balle tirée par un policier dont il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Le commissaire va arrêter la voiture, mais il ne peut pas te dire tuer quelqu'un. Vous avez tué un homme, un père qui a laissé des enfants. Vous avez lui tué pour rien. Quand je lui ai dit, Jean-Paul, il est mort à Sevran. Je n'ai pas demandé grand-chose. Je veux Jean-Paul enterré à Sevran. Parce que c'est quelque chose qui vous avait été refusé de base? Le maire, il ne voulait pas. D'accord. Donc le maire Stéphane Blanchet actuel. Oui, il ne voulait pas. Pour quelle raison il ne voulait pas? Je ne sais pas pourquoi. Bonjour, je suis Sullivan Jousse, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de l'égalité en droit, au respect de la dignité humaine et je vais vous laisser le soin de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je suis Madame Benjamin Marie-Margaret, la maman du défunt, Benjamin Jean-Paul. Et j'habite à Aulnay. Avant, on a habité à Sevran. Comme le tout, il devait être démoli, il nous a envoyés à Aulnay. Mais toute ma jeunesse, j'ai passé à Sevran. Alors pour rappel, Jean-Paul, paix à son âme, a été tué par un policier en mars 2022. Oui. Une colère depuis la mort de Jean-Paul, ce trentenaire tué il y a 3 jours par le tir d'un policier qui tentait de l'interpeller. Nos reporters Alfred Orange et Ambre Le Poivre se sont rendus sur place hier. C'était le petit frère des Bedottes, le gros nounours, disent ceux qui connaissaient bien Jean-Paul. À 34 ans, cet homme d'origine haïtienne à la carrure imposante était très apprécié. À la boxe comme au foot, ses coéquipiers le décrivent comme souriant, toujours de bonne humeur. Ce père de 2 enfants en bas âge s'occupait aussi des jeunes du quartier, un profil bien loin de celui du délinquant, nous disent ses amis, d'où leur colère depuis 3 jours. Jean-Paul était cependant en conflit avec son employeur qui lui devait de l'argent. Il avait donc gardé une de ses camionnettes. Le propriétaire l'a déclarée volée et c'est ce qui a entraîné l'intervention de la BAC. Jean-Paul aurait refusé d'obtempérer, mais le policier ne pouvait-il pas tirer en visant plutôt les pneus ou la carrosserie? C'est la question que se posent les amis de la victime. Pour l'heure, le jeune policier mis en cause est toujours hospitalisé en état de choc et n'a pas encore pu être auditionné pour donner sa version des faits. Le 26 mars, Jean-Paul Benjamin, chauffeur-livreur de 32 ans, vole à Aulnay-sous-Bois une camionnette à son employeur suite à un différend professionnel. Le vol est rapidement signalé et la police retrouve Jean-Paul Benjamin et tente de l'appréhender alors qu'il est encore au volant. Quelques minutes plus tard, Jean-Paul Benjamin s'effondre. Il a été atteint par la balle tirée par un policier dont il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Et rapidement, sur les plateaux de télé, les syndicats policiers vont tout faire pour criminaliser Jean-Paul Benjamin et prendre la défense de leurs collègues en assurant que la légitime défense est établie. Je vous parle d'un vol de véhicule, un vol visiblement d'opportunisme puisque le conducteur était occupé à gérer un petit peu ses colis. L'individu arrive, vole le fourgon. Une tentative d'interpellation, selon les informations dont je dispose, qui tourne mal. Un fonctionnaire de police, percuté ou pas, en tout cas visiblement en danger immédiat. L'individu reprend son véhicule, manque de percuter encore des fonctionnaires de police. Il semblerait qu'à cet instant qu'un des fonctionnaires de police ait fait usage de son arme pour protéger son intégrité physique, tout simplement. Est-ce que l'on en sait un petit peu plus sur le profil de ce fuyard ? Individu visiblement très très connu des fonctionnaires de la circonscription. Donc on n'a pas affaire au petit délinquant du coin, mais plutôt de quelqu'un d'aguerri. Problème, selon le dossier d'enquête révélé par Mediapart, rien ne s'est passé comme le décrit ce syndicaliste policier et comme nous l'explique Pascal Pascariello, journaliste pour le site d'investigation. Un des agents de police, l'agent de la BAC, sort de son véhicule sans prévenir ses collègues, se dirige à 20 mètres devant lui au niveau de la camionnette et là sort son arme, d'abord tente de briser la vitre, la brise, sort son arme sans brassard et tire. Voilà quelle est en fait ce qui se passe vraiment lors de cette interpellation. À ce moment-là, Jean-Paul Benjamin, encore une fois, ne représente aucun danger pour personne. La procédure est en cours, mais ma première question, qui est nécessairement celle-ci, c'est comment allez-vous ? Ça va. On fait avec, on attend le jugement. Là, ce mois-là, ça va faire 4 ans. On n'a rien toujours. On est à l'attente. D'accord. Et comment vous vivez le fait que 4 ans après les faits, le policier n'ait toujours pas été jugé ? Le policier, Monsieur Jude,
dès que nous, on est étrangers, ils ne jugent pas facile comme les Français. Ils toujours prennent du temps et toujours quelque chose à chercher. Ils nous mettent dans beaucoup de problèmes. Parce que plus que le jugement n'a pas passé, il y a le fardeau qui est toujours sous notre cœur. Moi, je ne peux pas faire le deuil parce que j'attends le jugement pour que je fasse le deuil. D'accord, alors c'est que là, ça fait bientôt 4 ans. Oui, le 26 de ce mois. Alors, en ma qualité de militant associatif, vous m'avez mandaté. Alors, on a eu l'occasion de se croiser lors d'un hommage à votre fils Jean-Paul, mais récemment, c'est une connaissance en commun qui nous a présenté. Oui. On a pu échanger, discuter. C'est vrai qu'au vu de cette lenteur judiciaire qui caractérise malheureusement notre pays de façon assez généralisée, parce que parfois les finances publiques ne sont pas forcément gérées de manière sereine, et donc forcément il y a certaines institutions étatiques qui en pâtissent, comme les hôpitaux, comme l'organe judiciaire, ce qui fait que parfois les procédures prennent énormément de temps. Là, on est 4 ans après les faits, pour avoir échangé avec votre avocat que nous avons rencontré, parce que vous avez décidé de mandater l'association que je préside, les Ouvriers du Vivre Ensemble, pour vous accompagner dans vos démarches administratives et judiciaires. Le policier, donc, il y a eu une information judiciaire qui a duré un certain nombre de temps. Aujourd'hui, il va être renvoyé devant une cour criminelle, non pas devant une cour d'assises, une cour criminelle parce qu'il encourt une peine de prison, de réclusion criminelle allant jusqu'à 15 ans, et avec un certain nombre de faits, notamment au niveau du contrôle judiciaire, qui posent un peu de questions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont déroulées un petit peu ces 4 années, et quel est votre sentiment sur cette lenteur judiciaire et sur le fait qu'aujourd'hui, le policier qui a tué votre fils soit toujours en liberté? C'est tellement difficile à répondre parce que tout le jour, je pose la question. Je ne dors pas le soir. J'ai toujours pensé à mon fils. Il a laissé 2 enfants. C'était un papa gâté. Et quand j'ai regardé les enfants, je suis triste. Et si il y a quelque chose qui était passé, ça me fait... Je voulais attendre pour voir comment ça va dérouler. Parce que la façon qu'il a tué mon fils, il n'a pas de bracelet qui dit que c'était un policier. Hein? Quand il a tué, il n'y a aucun responsable gouvernement qui va envoyer tuer quelqu'un. Le commissaire va dire, va arrêter la voiture. Mais il ne peut pas te dire tuer quelqu'un. Il ne te connaît même pas. Il n'a pas en faction avec vous. Il ne vous connaît jamais. Hein? Et la seule chose qui me donne des problèmes, quand c'est un policier qui tue un civil, noir, et les Arabes, ils ont toujours cette tempérance, faute de tempérance. Là, il n'a pas arrêté la voiture. Il a tiré. Il a pris au dos 2 balles. Le commissaire n'a pas envoyé tuer quelqu'un. C'est un être humain. Et le commissaire, il ne donne pas de cadeau. Dans le 93, il est très sévère. Mais il ne peut pas t'envoyer tuer quelqu'un. Alors c'est vrai que la spécificité un petit peu qui nous caractérise dans nos organisations associatives, c'est que nous avons des personnes qui sont anciennement dépositaires de l'autorité publique, qui étaient porteuses d'armes létales, comme l'était le policier en question. Et c'est vrai que nous avons l'habitude de travailler sur les techniques d'intervention. Alors, il y a les professionnels du droit qui vous accompagnent aujourd'hui, un avocat qui est sur le sujet. Oui. Mais l'avantage, entre guillemets, ce que le travail complémentaire qu'on peut faire à ce professionnel du droit, c'est que l'avocat est formé pour tout ce qui est procédural. Oui. Donc, c'est-à-dire une fois que les faits sont intervenus. Et au sein de notre organisation, nous avons des professionnels de la protection des biens et personnes qui portent une analyse, une expertise surtout, sur la manière dont se déroulent ou se sont déroulés les faits. Et j'en veux pour preuve, il y a eu le cas de Lamine Ba, qu'on pourra mettre certaines images à l'écran. À l'époque, nous étions intervenus parce que nous avions constaté que les fonctionnaires de police, déjà, à la base, n'avaient pas respecté un principe simple de formation qui était le principe de triangulation. On se pose des questions sur les conditions de l'interpellation. Est-ce que c'était les techniques les plus adaptées ? Est-ce que ça correspond au cadre juridique ? Est-ce que ça correspond aux techniques d'intervention qui sont enseignées dans les corps de police ?
Je pense que s'il n'y avait pas eu de vidéo, il se peut peut-être qu'il y aurait eu outrage, rébellion, violence volontaire envers un dépositaire de l'autorité publique. Il aurait été en garde à vue, il aurait été en comparution immédiate et peut-être tout de suite déféré. Et la vidéo permet d'aider à la manifestation de la vérité, comme le stipule l'article 427 du Code de procédure pénale. Et c'est vrai qu'on peut le voir avec aussi la mort du jeune Naël, où le policier adopte une attitude qui, selon nos experts, ne correspond pas aux techniques d'intervention qui sont enseignées dans les corps de police et dans les corps des forces de l'ordre. Là encore une fois, avec votre fils, on voit qu'il y a encore une problématique sur le protocole à respecter face à une interpellation d'un jeune homme qui est au volant d'une camionnette ou d'une voiture quelconque. Et donc, c'est aussi cette expertise-là qu'on peut apporter aujourd'hui dans le dossier, parce que certains vont se poser la question, pourquoi Madame Benjamin sollicite une organisation de défense des droits civiques alors qu'elle est accompagnée par un professionnel du droit en matière juridique et judiciaire. Voilà, c'est ce travail-là qu'on peut faire en complémentarité avec les professionnels du droit et qui permettent à un moment donné d'optimiser le processus de réparation des personnes qui subissent cette douleur au quotidien. Parce que vous, votre douleur, vous avez pris, excusez-moi du terme, mais perpétuité, parce que Jean-Paul, il ne reviendra jamais, malheureusement. Jamais. Et cette douleur-là, on le ressent pour avoir échangé avec vous à plusieurs reprises. On le sent encore aujourd'hui dans cette vidéo. Le chagrin est présent. Est-ce que cette lenteur judiciaire n'accentue pas aussi cette douleur qui est la vôtre? Il n'y a rien qui a été fait. On attend. Il n'y a rien qui est... On a été voir l'avocat. Ils m'ont dit, il attend. Parce que normalement, l'affaire de Jean-Paul, c'est avant Naël. Oui. Jean-Paul, c'était en mars 2022, Naël, c'était en 2023, mais le policier sera jugé avant... le policier s'est jugé, pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de désordre, les jeunes du quartier font beaucoup de désordre, et moi, je demandais à les jeunes ne faire pas de désordre dans le quartier, parce que quand tu as croisé quelque chose, c'est l'État qui va le réparer, et lui, il est déjà mort, il ne peut pas retourner encore, et la façon il était mort, il y a son copain, il y a 2 copains, de Jean-Paul aussi, qui a subi, pendant 2 fois ils sont tirés. Il y a ils l'ont tiré, qui était vraiment le copain de Jean-Paul, qu'on disciple école, depuis maternelle jusqu'au secondaire. Il y a l'autre aussi, qui était pareil, ils l'ont tiré sur lui, mais on ne trouve pas la personne. Et lui, il était allé à l'hôpital Georges Pompidou, et ils l'ont tiré pareil que la façon que la police a tiré Jean-Paul. D'accord. Et selon vous, vous me disiez que les circonstances dans lesquelles était décédé Jean-Paul étaient un petit peu suspectes et qu'il y avait certaines zones d'ombre dans le dossier. Le problème de Jean-Paul, et moi, je vais vous dire que je suis la maman, j'ai faim. Et la police, c'est pas... La police, je ne peux pas mettre tous les polices pareils. Le jeune policier qui a fait le travail, qui a tué Jean-Paul, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et si lui, il était vraiment un bon diplomate, quand la personne t'a téléphoné, il t'a dit arrêtez telle voiture. Il t'a pas envoyé tirer. Mais pensez bien, tout ce que la personne t'a téléphoné a raconté, il t'a menti. La voiture que Jean-Paul était là-dessus, c'est pas cassé, c'est pas abîmé. Où il a trouvé la clé? Qu'il a dit que la voiture c'était tel côté, un tel endroit. Le jour, samedi là, j'ai levé depuis à 4 h du matin, j'ai préparé à manger parce que je devais sortir à ma belle-fille. Et Jean-Paul, il a mangé. Et moi, je sortis avec ma belle-fille. Et pendant qu'on est sur la route, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, qui m'a expliqué, OK, Jean-Paul, j'ai laissé dans son lit. Il a levé, il a douché, il a mangé, OK. Mais c'est quelqu'un qui l'a appelé. La police, OK, le commissaire te dit, va arrêter telle voiture. Il n'a pas dit de tuer. Parce que dès que ça arrivait à la police, la vérité, ça sort. Au lieu la vérité, ça sort, ils l'ont tiré Jean-Paul. Et puis la bouche ferme. La bouche ferme. La vérité, Jean-Paul partit avec la vérité et la vérité s'est cachée. Et alors, votre avocat nous disait que le contrôle judiciaire du policier en question était minimisé au maximum. Et aujourd'hui, donc, il a l'interdiction d'exercer en Seine-Saint-Denis.
Il a l'interdiction d'exercer sur le terrain, mais il peut toujours travailler dans les bureaux, percevoir son salaire. Il bénéficie de sa liberté d'aller et venir, hormis de se rendre dans le 93, donc il peut bénéficier de sa famille, il peut partir en vacances. Comment vous vivez cette situation-là? Après la mort de Jean-Paul, je l'ai vu. Mais il ne me connaît pas. Moi, je l'ai vu. Parce que quand les jeunes fumaient, quand ils ont tué Jean-Paul, je l'ai vu très bien. Ils ne peuvent pas changer de visage parce que je l'ai vu, c'est dans ma tête. Je l'ai vu à Sevran, à la gare Sevran. Il était avec la police. La police, quand il était derrière, ils l'ont fait passer devant. Il était vraiment père, regarde à gauche, à droite. Je regarde comme ça. T'as tué mon fils, maintenant t'as peur. C'est pas moi qui va venger. Il y a deux lois. Il y a de la justice et il y a de karma, il y a de conscience. Vous avez tué un homme, un père qui a laissé deux enfants. Vous avez le tué pour rien. Et si tous les commissaires ont demandé de tuer des gens, aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes dans le quartier. Comment vous expliqueriez qu'il n'ait pas été incarcéré, donc mis en détention provisoire le temps de son jugement, sachant qu'en plus, lorsqu'une personne fait de la détention provisoire, s'il est condamné, les jours qu'il a passés en détention sont décomptabilisés de sa peine finale. Et donc, comment vous expliqueriez qu'il n'ait pas été placé? Moi-même, je vais vous dire quelque chose. Et la méthode qu'ils ont choisie ici, quand la police tue un noir, un arabe, la police est toujours dehors. Pourquoi le monsieur qui a tué Naël, il y a beaucoup de problèmes parce que le monde entier. Et nous, quand on ne voulait pas faire des désordres, eh ben c'est nous qui passons pour le mauvais. Il a tué mon fils. Et lui, il a droit. Mais moi-même, comme je suis là, maman, je ne peux pas voir Jean-Paul encore. Je regarde. Et le jour-là, je devais faire beaucoup. Ça ne me servait à rien. J'ai dit, il y a le bon Dieu. Parce que quand tout ce que le mal qui est arrivé, t'as laissé tout dans la main du Seigneur, il y a de la vérité. Il faut avoir de conscience. Au début, il a dit la vérité. Il a dit, il a tué Jean-Paul, il ne sait pas pourquoi. Bon, tout de suite, je ne lui ai pas donné. Mais après, oui, après, j'ai entendu, il a dit beaucoup de choses, alors ça ne me fait pas plaisir. Il y a ses collègues qui l'ont dit, ne dis pas la vérité. T'as compté la vérité, ça sort. Un jour, il aura des enfants. Un jour, il va connaître la souffrance. Et la vérité, c'est la vérité. C'est le travail de la justice d'aider à la manifestation de la vérité. Et moi, j'ai une question au-delà même des considérations d'origine ethnique et culturelle. Est-ce que si c'était Jean-Paul qui avait tiré sur un policier et l'avait abattu, on était déjà en prison. Non seulement Jean-Paul était en prison, c'est déjà mort, et puis nous, on était déjà persécutés. Mais vu que c'est une famille noire, on a tué, c'est fini. C'est fini. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau du droit, il y a une circonstance aggravante dans un cas comme dans l'autre. Lorsqu'un policier qui est dépositaire de l'autorité publique fait un usage disproportionné de la force légitime qui lui est conférée à travers sa fonction, c'est considéré comme une circonstance aggravante. De l'autre côté, lorsqu'une personne s'en prend à un dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence un policier, c'est aussi un facteur aggravant. Mais on constate que parfois le traitement judiciaire n'est pas forcément toujours équivalent, malgré un principe phare de notre République, qui est celui que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et c'est pour ça que je souhaitais vous poser la question, à savoir si les rôles avaient été inversés, si vous pensez que la situation judiciaire aurait pris autant de temps avant d'aboutir. Parce que il y a un élément que vous m'avez donné hors caméra. Vous me disiez que votre époux a 86 ans, si je ne me trompe pas. Là, mois d'octobre, il aura 86 ans. Voilà. Il m'a dit peut-être qu'il ne peut pas même voir le jugement de Jean-Paul. Et parfois, dans la semaine, 3 fois par semaine, eh ben, il va toujours dans le cimetière. C'est la seule ressource et c'est en consolation. Moi, je n'ai pas assez de force, mais lui, même s'il y a de l'orage et tempête, il va toujours. Et aujourd'hui, donc, sa crainte, c'est, au vu de son âge avancé, de ne pas avoir la possibilité de voir le policier être condamné, obtenir réparation et voir la justice s'appliquer de son vivant, ce qui provoquerait chez vous une triple peine entre la perte de votre enfant, la réparation qui met du temps à cause de la lenteur judiciaire, plus votre époux qui pourrait peut-être, et nous ne le souhaitons pas,
que Dieu lui prête vie, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif qui puisse vous rendre justice. Donc il y a cette crainte aujourd'hui. Si la justice exactement voulait faire son travail, il y a toutes les capacités pour le faire. D'accord? Et j'ai regardé la façon que la police a tué mon fils. C'est pareil avec Jeanne et le jeune étudiant là. Ils l'ont tué dans l'île. C'est presque la même chose. Presque la même chose. Parce que vous ne le connaissez pas. Il n'a pas affaire avec vous. Le commissaire, il a demandé d'arrêter la voiture. Il n'a pas demandé de tuer. Tu l'as tué. C'est un chien. Il n'y a aucune excuse. C'est ce qui est fait est fait. Mais je vais vous dire quelque chose. Le bonhomme, la police, là, le jeune là qui a tué Jean-Paul, il n'irait pas dans l'affaire toute seule. Si normalement la police fait son travail, il devait trouver le coupable qu'il a envoyé. C'est pas lui toute seule. C'est pas parce qu'il a tué mon fils, je vais le condamner toute ma vie. Non. Pour vous, il y a une chaîne de responsabilité qui a amené jusqu'à cet acte-là. Exactement. La seule tort que je lui donne, et vous êtes responsable civil, il y a des choses, il faut pas écouter les copains, les camarades, te disent va faire pour le faire. Parce que tu as détruit la vie de toute la famille. Et Jean-Paul a laissé 2 enfants. Jean-Paul a laissé une famille. Et c'est toute sa famille qui en deuil. Et personne ne peut pas remplacer Jean-Paul. Quel qu'on soit ce qu'il voulait réparer, personne ne peut pas remplacer Jean-Paul. Bien sûr. Ce que vous nous dites, c'est qu'un policier, c'est qu'il doit garder quand même un certain discernement sur les choses et ne pas, on va dire, mettre en place ou mettre à exécution des ordres qui pourraient paraître illégitimes ou contraires à la loi. C'est un peu le sens de votre propos. Il y a beaucoup de police, j'ai déjà vu, avec des jeunes, non seulement et dans le quartier, quel que soit le quartier, Bondy, tant d'autres. Il regarde, il a dit parce qu'il a rien dans la tête. La première personne, j'ai vu, c'est un police, il m'a dit, madame, moi je suis policier. Ce qu'il a fait, c'est un faute grave. On ne devait pas agir comme ça. Parce que lui, il nous a marqué. Mais, écoute, il était jeune. Il n'a pas pris responsabilité de ce qu'il a fait. Mais un jour, il verra. Parce que quand tu as tué quelqu'un, chez nous, tu n'es jamais heureux. Bien sûr. Alors, peut-être que les téléspectateurs vont se poser la question, pourquoi aujourd'hui faire le choix d'une vidéo, pourquoi faire ce témoignage et mettre en avant ces anomalies? Je vais encourager les autres. C'est pas tous les policiers qui est pareil. C'est pas tous les gens qui dans la politique qui abusent les autres. Et parfois, il y a des gens qui dans la police connaissent même pas. Ils font n'importe quoi. Et nous, les civils, c'est qui nous protège. C'est la police. Et qui nous tue, c'est la police. Et pensez bien, la police, quand elle va sortir pour travailler, tous les gens qui vont à l'église, qui sont catholiques, ont pris, parce qu'il y a une famille, quand tu sors, il faut rentrer chez toi. Mais si c'était Jean-Paul qui a des problèmes avec lui, qui a tué, c'est pas que Jean-Paul seulement le devait tuer, hein? Eh ben, c'était même tous les gens dans le quartier devaient passer par là. Mais eux, quand ils font quelque chose, ils pensent pas comme ça. Alors, c'est vrai que quand on discutait ensemble, nous, on vous a proposé, parce que comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, oui, l'affaire Naël est arrivée après la mort de Jean-Paul, mais elle sera jugée avant ou a été jugée avant. Oui, j'ai demandé pourquoi. À un moment donné, l'opinion publique, comme vous le disiez tout à l'heure, s'en est emparée. Ça a été énormément médiatisé, ce qui fait que les choses ont été accélérées. Et d'après l'expertise de votre avocat, le fait qu'il ait été à un moment donné placé en détention provisoire fait aussi que la justice priorise ceux qui ont fait à un moment donné de la détention provisoire. Mais l'avantage que nous avons, parce que au sein de l'Organisation des bâtisseurs d'égalité, nous sommes des militants politico-judiciaires. Nous avons cette capacité qu'un avocat n'a pas à pouvoir sensibiliser l'opinion publique et au-delà de ça, de faire une sorte de lobbying politique aussi pour faire en sorte que cette lenteur judiciaire ne soit pas une fatalité, mais que nous puissions à un moment donné faire en sorte que votre époux et vous-même puissiez avoir accès à la justice dans les plus brefs délais.
Et donc, un avocat n'a pas une obligation de résultat, il a une obligation de moyens, c'est-à-dire de respecter tous les éléments de procédure jusqu'à une décision définitive, après épuisement de toutes les voies de recours. Et nous, aujourd'hui, notre but aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir ce travail de complémentarité, quitte même, à un moment donné, si des éléments n'ont pas été respectés ou qu'on découvre des éléments au cours de l'enquête ou au cours du procès, peut-être par la suite procéder à une révision judiciaire si la nécessité l'y oblige. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi cette vidéo a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique, de faire connaître aussi votre sentiment, votre situation, en espérant que cette vidéo puisse être partagée dans le seul objectif de contrecarrer cette lenteur judiciaire à laquelle vous devez faire face aujourd'hui. Parce que le but, c'est que vous puissiez obtenir une date de jugement dans les plus brefs délais. Je le disais tout à l'heure en introduction, le policier en question a été renvoyé devant une cour criminelle. Nous sommes dans l'attente de la date de jugement sans avoir une visibilité sur le calendrier. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Et le but aussi, c'est de pouvoir raconter le sentiment qui est le vôtre, savoir comment vous vivez la chose, savoir ce que vous attendez aussi aujourd'hui de la justice. Et c'est une question que je vous pose d'ailleurs. Qu'attendez-vous aujourd'hui de l'organe judiciaire? La justice, j'ai toujours fait confiance à la justice. Parce que la justice, il est à côté de nous, il est à côté de lui aussi. Pas oublier. D'accord? Mais il y a GIPN qui a toute la vérité. S'il voulait faire les choses avancer bien vite, c'est avancer. Parce que quand il est tombé, GIPN a récupéré le téléphone. On peut mentir, mais on ne peut pas mentir pour GIPN parce que toute la vérité, c'est eux qui l'ont. C'est eux qui l'ont. Ils sont bien placés. Pour eux, normalement, la loi recourt en tout. Mais je ne sais pas s'il attend mon mari, il est mort, ou soit si c'est moi, s'il attend que je suis mort, pour ses enfants au courant de la vérité, sa famille au courant de la vérité. Mais je vais vous dire quelque chose. La justice française, vous avez énormément, je vous dois de respect, mais il faut penser à les autres aussi. Quand il y a quelque chose qui passe, c'est pas parce que la personne, c'est la police, il a toujours raison. Détruire la vie d'une famille comme ça, personne ne peut pas le remplacer. Chaque fois que je suis entré dans la chambre, le soir quand je dors, j'attends que mon fils va ouvrir la porte pour entrer. Même s'il va chez sa copine, mais elle vient dormir chez moi. J'ai toujours attendu quelque chose. Maman, où tu es? Mais il n'est plus là. Depuis la mort de Jean-Paul, je vis avec la souffrance, avec la douleur. C'est pas tant que quand je suis mort, les morts, on porte à rien. C'est maintenant besoin de savoir. Il y a besoin d'obtenir justice. La police, c'est pour nous tous, mais il faut dire la vérité. Et vous avez raison de créer cette nuance et cette distinction, de dire que ce ne sont pas tous les policiers qui sont comme ça, et bien heureusement, et on distingue l'institution policière de certaines personnes déviantes au sein de l'institution policière. Et donc, c'est en l'occurrence le sens de votre propos qui est doué et doté d'un grand sens du discernement. Et c'est important de le préciser aussi. La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est... Alors, je crois savoir que Jean-Paul est enterré au cimetière de Sevran, mais ça n'était pas forcément gagné d'avance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Et comme Jean-Paul, il est mort à Sevran, on a été voir le député, ancien député. On a parlé parce que c'est quelqu'un qui nous connaît très, 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 très bien. Et il nous fait des crédits, lui aussi, M. François Assanzi. Et il n'y a personne qui peut le remplacer sous Sevran, nulle part. Quelle que soit la personne, personne ne peut pas remplacer M. Assanzi. C'est quelqu'un qui est droit et sérieux, qui dit des paroles. Quand je lui ai dit, Jean-Paul, il est mort à Sevran. Je n'ai pas demandé grand-chose. Je veux Jean-Paul enterré à Sevran. Parce que c'est quelque chose qui vous avait été refusé de base? Le maire, il ne voulait pas. D'accord. Donc le maire Stéphane Blanchet actuel. Oui, il ne voulait pas. Pour quelle raison il ne voulait pas? Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il a regardé sa police le police qui a tué Jean-Paul, c'est un police Sevran. C'est pas police Aulnay et pas police Villepin. Et surtout qu'il a grandi à Sevran. Écoute, c'est un Sevranais de naissance. Jean-Paul, j'étais enceinte de Jean-Paul ici.
Et comme mon mari, il était en Guyane, j'ai parti aller voir mon mari en Guyane. Et quand je suis arrivé là-bas, il y a un serpent qui m'avait piqué. Et j'étais enceinte de Jean-Paul. Et en ce moment-là, le médecin m'a dit, madame, on ne peut pas vous laisser prendre avion pour retourner en France. On doit vous rester ici, on doit vous occuper. Restez là. Je suis passé 4 mois à l'hôpital, occupé de moi. Parce que le serpent m'a piqué, ils m'ont dit, ils voulaient pas le vin entrer dans le truc pour perdre Jean-Paul. Bon, Jean-Paul restait né là-bas. Après 6 mois, il fait tout l'examen. Après, on est retourné à Sevran. Parce que avant, j'étais habité chez madame Pamela, Catallé-Toulouse-Lautrec, à Rougemont. D'accord. Et puis, à ce moment-là, et quand je suis retourné, et on habitait toujours à Sevran, et je suis venu en Saint-Jean-Marc, et Jean-Marc, et j'ai beaucoup de problèmes de santé, ils m'ont fait suivi dans le 95, mais j'étais toujours habité à Sevran. Et à ce moment-là, quand on est accouché Jean-Paul, monsieur Assanzi a envoyé sa carte pour nous féliciter, et monsieur Assanzi, il est toujours nous aider. D'accord. Donc Voilà. c'est lui qui a intercédé auprès C'est du maire lui de qui a- Sevran oui, il était pour que venu, Jean-Paul puisse oui, être enterré à à Sevran. Il était présenté, il m'a dit, Jean-Paul va enterrer là-bas. Bon, la loi, c'est la loi, il connaît le code, tout ça. Mais, monsieur, là où je suis habité, parce que le tout va casser, c'était à Aulnay, il était prêt pour Jean-Paul à enterrer à Aulnay. D'accord. Et Jean-Paul, il a sa copine, elle habite à Sevran, et ses 2 enfants nés à Sevran, et lui, et toute sa vie, même si on était habité là-bas, c'était à Sevran, tous ses copains Bien sûr. étaient. Alors là, on a demandé, et par permission de monsieur Assanzi, il était accepté, Jean-Paul a enterré à Sevran. Et je crois savoir que vous aviez aussi demandé à pouvoir rester sur Sevran en termes d'habitat, le logement, Eh bien, parce que c'était aussi une volonté de votre époux de Mon pouvoir mari, il être voulait que proche nous, du cimetière. on est habité tout près parce qu'il a 86 ans bientôt et que c'est lui qui va au cimetière 3 fois par semaine. Il voulait pas habiter trop loin parce que l'appli, quel qu'on soit, lui, il va toujours occuper. Ça, quand j'ai dit, OK, on a fait toutes les démarches et il nous a donné quelque chose. C'était à Neuilly, c'est trop loin. Mhm. Parce que là, 86 ans, bientôt, il peut pas conduire. Bien sûr. Alors là, jusqu'à présent, il nous a pas encore donné rien. Mais le lundi, le mercredi, le vendredi, parfois même les samedis aussi, il est venu pour nettoyer, pour parler avec Jean-Paul. D'accord. Et comment vous prenez ce refus initial de pouvoir enterrer Jean-Paul à Sevran, le fait de ne pas vous avoir relogé sur la ville de Sevran malgré la demande express de votre époux et de vous-même? Il y a beaucoup de tours qui démolis. Il y a beaucoup de tours qui étaient démolis parce que là, on était habité. Et avant, on était à Jacques-Cartier et à Bougainville. Ça a changé à Jacques-Cartier. Il y a beaucoup de tours qui a été démoli. Et j'ai vu moi-même. Et pour le moment, et la mémoire de Jean-Paul, j'ai dit que je vais retourner à Sevran, mais je vais pas habiter dans le tout qui est trop haut. Et parce que toute ma jeunesse passée à Sevran. Je connais Sevran très bien comme on l'est. Mais à Sevran, et si j'ai faim, je sais quelle porte je dois frapper. Là où j'ai habité à Aulnay, je ne peux pas vous dire grande chose. Mais à Sevran... Vous n'avez pas les mêmes attaches à Aulnay qu'à Sevran. Non. Et vous êtes un peu en colère de ne pas avoir été relogé à Sevran? Je ne suis pas vraiment en colère parce que j'attends, parce que comme j'ai regardé, il y a des problèmes. Et j'attends. D'accord. On arrive bientôt à la fin, mais j'ai une petite question aussi sur les hommages qui sont rendus à Jean-Paul. Il y avait initialement une bâche qui était apposée sur le stade pour lui rendre hommage. Il y a le bâche qui marquait le nom de Jean-Paul. On n'a pas mis. C'était en bavure policier, OK. Parce que moi, je ne suis pas là pour accuser personne. D'accord? Plus que la justice, c'est en main, alors je ne suis pas là pour provoquer. Hein? Eh bien, il y a quelqu'un, le jour Jean-Paul a 3 ans, on est passé pour lui donner un hommage. Eh bien, il y a quelqu'un qui a enlevé le badge. Vous savez qui c'est? Non, j'étais à la mairie et j'ai expliqué à mon avocat. Et j'ai vu un autre avocat, il m'a dit, normalement, le jugement n'a pas encore passé, il ne devait pas enlever. Mhm. Bon, il y a un autre verdict encore, ils m'ont dit que peut-être
Et le copain qui était avec la police, peut-être quand ils l'ont passé le vu Jean-Paul, ça lui donne des problèmes. J'ai dit. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais tout fait. On a demandé à monsieur le maire, lui, il n'était pas au courant. J'ai trouvé ça un petit problème. C'est bizarre, parce que le maire, le quartier, c'est le maire qui... S'il y a quelqu'un qui était enlevé, je crois que le maire devait être au courant. Il m'a dit, il n'était pas au courant. Bon, je laisse tomber. Et est-ce que ça fait partie de vos demandes peut-être un jour d'avoir peut-être une plaque commémorative à un certain endroit pour rendre hommage à la mémoire de Jean-Paul? J'attends ça, oui. 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 Parce que, n'oublie pas, l'endroit que Jean-Paul il est mort, il y a 2 enfants, les 2 enfants de Jean-Paul qui est né là. Et les frères et sœurs de Jean-Paul nés là. Alors c'est tout à fait normal. D'accord. Et moi, j'en profite au passage pour remercier Daniel qui nous a fait les présentations. Oui. Je ressens les émotions qui sont les vôtres, la douleur qui n'est pas... La douleur, ça me fait très mal. Le soir, j'ai pas de sommeil. Tous les médicaments qu'ils me donnent, je dors pas. Je dors pas le soir. Votre vie, elle a basculé du tout au tout. Oui, ma vie s'est détruite. Et les autres, même si c'est son frère, il parle, mais ça lui fait beaucoup de mal. C'est un membre de la famille. Et puis c'était un bosseur. 1h, 2h du matin, t'as un boulot. Tu dis, Jean-Paul, j'ai un travail pour toi. Il dit, ouais, mon agent. Eh bien, je vais le faire. Hein? C'est un bosseur. C'est pas quelqu'un qui va... Non. Il travaille. Il était parti au Canada. Il a passé un stage au Canada. Ils l'ont appelé le jour où Jean-Paul il est mort. Le lundi, ils l'ont appelé. Il a trouvé un appartement pour lui au Canada. D'accord. J'ai dit, mon Dieu. Et quand il est venu, il m'a dit, maman, et je vais fermer ma boîte. J'ai dit, non, tu fermes pas. Parce que moi, je peux pas vivre nulle part. Je suis arrivé en France, très jeune. Je connais la France. Je vais pas recommencer ailleurs. Mais lui, il m'a dit, maman, il faut que j'ai progressé. Il y a 2 jeunes, Jean-Paul, il a aidé. Il y a beaucoup de jeunes, Jean-Paul a aidé. Il a dit, écoute, voyez, ça nous donne rien. On y va, on va faire ça. Et il y a Amazon. Jean-Paul fait beaucoup entrer à Amazon. C'est quelqu'un, Jean-Paul fait entrer à Amazon. C'est quelqu'un qui l'a détruit. C'est pas la police tout seul. Mais là, le problème qu'il y en a, le jeune police là, c'est le tort. Il n'a pas maîtrisé. Il n'a pas de maîtrise. Quand quelqu'un te dit quelque chose, pensez est-ce que c'est pas en vengeance? Parce que beaucoup de fois, moi-même j'ai entendu, ils l'ont appelé la police, ils l'ont dit, la police dit c'est vrai, ok, je viens tout de suite. Mais c'est des gens qui raisonnaient. Ils ne peuvent pas marcher dans n'importe quoi pour tomber. Il y a beaucoup qui a des enfants, qui a des mères, qui a des responsabilités. Bien sûr. C'est un jeune qui n'a pas réfléchi. J'ai pas condamné parce qu'il est police, j'ai condamné parce qu'il n'a pas réfléchi. Il a quelques secondes pour agir, mais la douleur... Voilà. Il a détruit une famille, mais c'est quand il a fini de détruire la famille, il a vu la personne qui l'a téléphoné. Normalement, s'il devait juger, d'après la loi, s'il devait juger, la personne qui a appelé, la personne qui l'a baillé fausse formation, il devait juger aussi. Il doit dire la vérité. La police ne peut pas juger toute seule. Et c'est pas un fait, Jean-Paul, il a grillé. D'accord? C'est pas quelqu'un, Jean-Paul a tué dans la route. T'as envoyé Jean-Paul, il faut dire la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accompagnement qui est le nôtre à vos côtés a pour but d'aider à la manifestation de la vérité et d'apporter une petite plus-value, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux obligations qui est celle des avocats et des professionnels de justice, par rapport aux techniques d'intervention. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'arrivent sur la scène politique des personnes de terrain qui ont ces différentes casquettes entre le militantisme de défense des droits civiques, mais ce volet tourner aussi sur l'intérêt général et de faire en sorte que le pacte social qui nous unit soit respecté et que les personnes qui sont victimes d'infractions puissent être réparées, indemnisées à la hauteur du préjudice, mais non pas à la hauteur de la souffrance qui, elle, ne pourra jamais disparaître. Et ça s'inscrit, comme on le dit, on le répète assez souvent, dans cette volonté initiée par Victor Hugo qui disait qu'il voulait détruire la misère. Il disait que la souffrance est inhérente à la vie de tout être humain, mais que la misère est une maladie du corps social, comme la lèpre une maladie du corps humain, et qu'il fallait se mobiliser, notamment en utilisant le granit que représente le droit, pour faire en sorte que cette misère puisse être résorbée et détruite. Et on sent bien aujourd'hui que vous êtes plongé dans une certaine misère
émotionnelle, Grave. une certaine détresse au vu de la lenteur judiciaire. Et notre but aussi, ça va être de faire en sorte que vous n'attendiez pas trop longtemps pour faire en sorte que vous puissiez obtenir un jugement qui vous Parce qu'il répare. y a 2 enfants de Jean-Paul, il y a la copine de Jean-Paul, mais elle parle pas, mais elle souffre. Parce que quand on regarde, c'est elle qui a les 2 enfants pour occuper les 2 enfants. Jean-Paul, c'était un papa gâté. Et si tu as vu son fils, quand tu as regardé la tête de son fils, c'est Jean-Paul. Et personne ne peut pas le remplacer. Et la personne de la police qui a tué Jean-Paul, il est jeune, il comprend pas comment il a détruit une famille, 2 familles. Il a détruit toute la famille. La seule chose que j'ai demandé, quelle qu'on soit la police, il y a 2 coups de fil, quand tu as recevoir, n'agis pas tout de suite. Pensez si c'est pas dans le piège. Parce que même si la police, il a jugé, il a tort, il a raison, un jour quand même, il vient pour le regretter quand même. Hein. Bien sûr. Tu as détruit la vie de personne. Et pour avoir rencontré la femme et veuve de Jean-Paul, on sent que la douleur est omniprésente. La douleur, aussi c'est chez grave pour elle. Parfois, je l'ai regardé, ça me fait triste. Et je vais te dire quelque chose. Même si un jour, elle va refaire sa vie, mais elle peut pas trouver Jean-Paul. elle. C'est sûr. Moi-même, personne, j'ai mes enfants, mais personne ne peut pas remplacer Jean-Paul. C'est pas elle qui va trouver un homme qui va le remplacer, Jean-Paul. En plus, avec 2 enfants de Jean-Paul. En tout cas, moi, je tiens quand même à saluer votre combativité, votre résilience, parce que je sais que c'est très difficile. C'est très, 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 Et surtout très, très le grave. message que vous passez, que vous avez passé à l'époque aux jeunes en disant il ne faut pas faire trop de désordre. Non, j'ai demandé à les jeunes, écoute, Jean-Paul, il est déjà parti, je ne veux pas que vous êtes tombé dans le problème, ne faites pas des désordres, ne croisez, passez le quartier, et toute ma jeunesse, c'est là, je le connais très, 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 très bien, alors je ne peux pas laisser, là où je suis là, et à Roussol, je ne peux pas laisser personne détruire, parce que quand tu as détruit, après, c'est nous qui le payons. Bien sûr. Hein? Sachant que suite à la mort de Jean-Paul, il y a eu quand même pendant quelques semaines, quelques mois, des difficultés dans le quartier. Oui, c'était moins que la part de Naël. Ouais, C'était moins. Il y en a eu, mais moins, mais il y en a quand même eu. Et on sait que c'était une période assez tendue aussi sur la ville de Sevran. Ouais. Ouais. Madame Benjamin, je vous remercie pour votre témoignage. Mais la seule chose que je vais vous dire, il y a 2 copains de Jean-Paul. Ils l'ont tiré sur. C'est pas parce qu'il y a des problèmes. C'est parce qu'ils voulaient la vérité. Ça sort pas. Et c'est pas des gens aussi qui devaient déclarer ce qui s'est passé. Mais ça me fait mal. Et là où on est, il y a de caméra et gauche et droite. Et il doit arrêter. Il doit stopper. Parce que les jeunes du quartier, c'est pas des loubas, c'est pas n'importe. Il y a beaucoup de jeunes là-bas qui cherchent du travail à faire. Il y a beaucoup qui sont sérieux. C'est pas tout ce qui est voyou. Bien sûr. Ouais. Et j'ai demandé à la justice, calmer un peu. Ouais. Vaut mieux faire des dialogues avec les jeunes au lieu de détruire la vie des jeunes. Parce que tout ça des parents. Il y a des enfants que tu as tués toute la famille. C'est pour ça que le travail de prévention est très important au-delà même de la répression, parce que c'est sur le long terme, c'est en nous occupant de notre jeunesse, en les encadrant, en les formant, en les orientant, en leur permettant de trouver du travail, que nous arriverons aussi à stopper l'alimentation de certains réseaux qui sont dans des activités hors cadre légal. Et donc c'est vrai qu'il faut un volet répression pour les plus récalcitrants, les plus réfractaires, mais il faut surtout et surtout s'occuper de notre jeunesse. C'est Victor Hugo encore qui disait « Ouvrez une école et vous fermerez des prisons ». Et donc voilà, il y a tout un travail effectué auprès de notre jeunesse pour l'encadrer, s'occuper d'elle
et à un moment donné leur ouvrir des Et- perspectives beaucoup plus larges. Là où je suis habité, avant, il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue. Et là, monsieur le maire, là où je suis, il n'y a rien à dire. Il fait en sorte, il cherche gauche et droite pour faire les jeunes entrer dans la société À Aulnay-sous-Bois. à Aulnay-sous-Bois. Il y a des jeunes qui est là, qui sont sortis de l'autre côté, qui est venu. Mais avant, c'était pas comme ça. Comme monsieur le maire, celui qui est là, le monsieur qui est là, c'est un maire. Je ne peux pas vous dire quelque chose. J'ai demandé, bon Dieu, la force et la santé, parce qu'il a aidé beaucoup de jeunes. Et il a aidé les parents, il a aidé les vieilles, il a aidé tout. Parce que parfois, on a besoin de soutien. Ce que vous Les n'avez- jeunes qui laissent, qui font n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de soutien. Il manque de soutien. ce que vous n'avez pas ressenti sur la ville de Sevran, du coup. Voilà. Là, à la ville de Sevran, là, ça commence à changer un peu. Beaucoup. Beaucoup. Mais il manque beaucoup de soutien toujours. Bien sûr. Il manque un peu d'effort à faire. Mais j'espère que ça va changer. Il le faut, ça devient Ah nécessaire. oui, j'espère que ça va changer parce qu'on a besoin. Sevran, retourner Sevran comme avant. Avant, si tu as besoin d'un bon avocat, ou tu as besoin d'un docteur, tu as besoin d'un bon infirmier, c'était à Sevran. Et maintenant, tous, ils l'ont parti, ils l'ont laissé Sevran. Avant, pour entrer à Sevran, il faut avoir un bon piston. 83, 84, 85, tu ne peux pas entrer à Sevran comme ça. 86, tu ne peux pas entrer. Hein? OK, mais là, maintenant, ça commence à calmer beaucoup. Parce qu'après la mort de Jean-Paul, ça a calmé. Et j'espère encore, ça va continuer à calmer et ça va apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Parce qu'il y a un quartier qui n'a pas de succès, il n'y a pas de la vie. Bien sûr. Voilà. En tout cas, Madame Benjamin, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage. Oui. Vous savez que vous avez notre soutien total, entier. Je vous remercie et beaucoup. Et grâce à Daniel aussi et tous les autres. Il ne faut pas décourager. Et parfois, c'est malentendu qui met de l'eau, qui met l'âme aux yeux. Voilà. Si le jour-là, jeune police là, il était maîtrisé, mon fils, il devait là. J'ai pas de haine pour lui, mais j'ai des haines parce que il a écouté les gens qu'il a pistonné, qui a fait n'importe quoi. Et donc, j'en profite aussi pour remercier l'ensemble des personnes qui vous soutiennent dans ce combat Ah oui. et Oui. qui vous sont Oui. d'une grande aide aussi. Oui, là où je suis, les gens ils m'ont aidé avec psychologue. Et parfois, je suis dans la rue, je ne sais pas où je suis. Et j'ai des problèmes de santé. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. J'ai fait confiance. Parce que la vie, il y a 3 choses. Il y a de conscience, il y a de karma, il y a de l'état. Alors, c'est pour cela, j'ai fait confiance en Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Ouais.